Alors, il semble que nous soyons prêts à commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer la séance d'aujourd'hui. Je m'appelle Ricardo Jacobs. Je suis à l'Université Santa Barbara de Californie et je vais modérer la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la séance numéro 16 qui sera interprétée. Vous devez cliquer sur l'icône d'interprétation pour accéder aux différentes langues. Donc, nous avons vécu ces derniers jours des moments intenses d'interprétation du monde, d'analyser la logique du capitalisme et le type de résistance que cela peut provoquer. Au cours de cette séance, nous allons nous concentrer sur les manières dont nous pouvons changer le monde, comme cela a déjà été dit, ou avoir une vision pour la société à venir. Donc, nous n'allons pas forcément dresser des plans pour l'avenir, mais notre objectif n'est pas seulement d'interpréter le monde, c'est d'essayer de le changer. Et il ne faut pas obliger que toute étape de mouvement réellement effectuée est plus importante qu'une infinité de mouvements à long terme théoriques. Donc cela à partir des luttes des personnes et des peuples opprimés. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une discussion sur la nature du capitalisme en nous concentrant sur les alternatives possibles. Donc, j'ai le plaisir d'être entouré d'universitaires militants qui vont nous permettre de réfléchir sur la manière dont on peut commencer à penser à des solutions alternatives. Il s'agit de nous concentrer en particulier sur la justice climatique agraire et lutter contre le changement climatique. Je vais maintenant vous présenter nos 4 panélistes. Tout d'abord, Diana Reda, donc elle est colombienne. Elle travaille sur les questions agraires et féministes. Elle a un master de l'Université de Clark aux États-Unis et elle travaille sur le Centre pour le développement des études des Andes à Bogota. Puis nous avons Mamadou Goïta. Le docteur Goïta est un social économiste du Mali, c'est un enseignant, c'est un chercheur. Il est actuellement directeur exécutif de l'Institut pour la recherche et la promotion des solutions alternatives au développement et il travaille sur différentes questions et a contribué à beaucoup d'études économiques et sociales, des recherches, des processus d'évaluation en Afrique et dans son pays et ailleurs sur le continent. C'est également un militant dans les mouvements paysans dans la région de l'Afrique occidentale. Puis, nous comptons également sur la présence de Kassia Aboke, qui travaille en partenariat avec Nigeria Kori, le plus grand mouvement de paysans sans terre du pays. Elle est professeure associée au département de géographie et d'environnement de la London School of Economics and Political Science et auteur de Threatening Dystopia, The Global Politics of Climate Change, Adaptation in Bangladesh. C'est un livre qui a été publié l'année dernière par Cornell University Press. Puis, nous comptons également sur la présence de Cathy Sandwell, que beaucoup d'entre nous connaissent. Elle est chargée de projet senior
au Transnational Institute. Son travail porte notamment sur la justice en matière de terres de ressources, la souveraineté alimentaire, les océans et la transition juste. Cathy est titulaire d'une maîtrise en études environnementales de l'Université de York au Canada. Son étude est axée sur la souveraineté alimentaire et les mouvements alimentaires locaux. Elle a vécu au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Elle est impliquée dans une série d'organisations alimentaires, communautaires, environnementales et de justice sociale. Nous avons donc l'embarras du choix aujourd'hui et nous allons donc faire converser, dialoguer ces panélistes. Et nous allons commencer en posant cette question à vous quatre. Et je vais commencer par Diana ou Hida. Comme je l'ai dit, nous avons commencé à parler de la logique capitalistique, comment elle fonctionne, quels sont les types de résistances qui sont apparus. Mais pour faire un lien avec la question d'aujourd'hui, on pourrait peut-être commencer par la question suivante. Quelle est une approche anticapitaliste avec une perspective particulière sur le changement climatique? Et quelles seraient les forces ou les groupes sociaux en présence qui auraient une approche anticapitaliste et qui pourraient se lancer dans une justice climatique agraire, le tout basé sur une approche anticapitaliste. Donc, on va commencer par quelles sont les politiques anticapitalistes. Merci beaucoup. Je suis désolé, ma connexion n'est pas des meilleures, donc ma caméra risque de nous ralentir. Alors, je remercie déjà les organisateurs de nous avoir regroupés pour cette discussion si intéressante. Et c'est intéressant de faire le lien entre ces deux recherches. Donc, il est extrêmement intéressant de voir que ici, nous parlons de foncier. Alors, on aime réfléchir à l'anticapitalisme, mais en s'éloignant du problème. Et il ne faut pas suggérer des solutions capitalistes. Et j'ai pu entendre des choses très intéressantes au cours de ces derniers jours. Pour moi, un des points que je souhaite souligner, c'est la manière dont nous avons tendance à reproduire ce récit capitaliste de solutions. Encore une fois, nous en avons largement parlé. Et je pense que je peux contribuer en parlant en particulier de la reproduction sociale. Et ici, pour modifier ce point, il faut parler de la nature, du care, entre autres. Et c'est un des points fondamentaux de l'écologie politique en Amérique latine. Et je pense que beaucoup de travaux sont faits en la matière parmi les universitaires. Et cette idée de mettre la vie au centre de la question, c'est quelque chose qui est courant dans les mouvements féministes, dans les luttes pour la terre. Et pour moi, un des points fondamentaux. Où est-ce que nous pouvons trouver des solutions? Et qui peut impulser le changement? Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de solutions écologiques ou des solutions naturelles.
il faut voir ce qui permet à la vie d'exister au quotidien. Et c'est une source d'inspiration puissante et une source de transformation puissante. Alors, moi, je pense qu'il faudrait accorder plus d'attention à la politique écologique féministe. Et l'écologie politique a commencé avec la crise environnementale qui prenait une dimension forcément politique. Et on a perdu de vue peut-être le travail et la terre. Donc, en Amérique latine, ce que l'on suggère est très puissant parce que cela montre justement la manière dont le capitalisme est forcément colonial et racial et fondé sur ces alliances avec le patriarcat. Et c'est là où je pense qu'il faudrait nous concentrer. Merci beaucoup, Diana. Et nous allons donc poser la même question à Mamadou. Quelle est l'approche anticapitaliste du changement climatique et de la justice climatique agraire aujourd'hui? Merci beaucoup, Ricardo. Je pense qu'on a vécu une semaine extraordinaire en écoutant des conversations totalement pertinentes. Et nous poursuivons aujourd'hui donc différentes approches, la manière dont le capitalisme se manifeste par différentes approches, que ce soit sociales, économiques, politiques. Et comme Diana l'a dit, en termes de la perspective politique écologique, on peut voir que la manifestation la plus éclatante, ce sont les fausses solutions qui ont été mises en avant. Certaines plus dangereuses que d'autres, mais on voit bien ce qui se passe sur le continent africain. On voit qu'il y a beaucoup à faire et les causes profondes sont dues à la trajectoire historique de l'Afrique elle-même. Pendant longtemps, cet extractivisme qui s'inscrit dans le cadre colonial et également dans la dimension sociale de ce continent, nous a amené à la situation actuelle. Donc, cela vient d'une époque reculée en Afrique. Donc, une approche anticapitaliste serait de voir comment nous pourrions créer les conditions pour arrêter non seulement ce qui se passe parmi ces mauvaises solutions, mais également stopper tout ce qui se passe, ce dont on a parlé cette semaine, le paradigme de passer de l'accumulation à la réduction des richesses et comment toutes ces dimensions sociales, culturelles et politiques jouent. Que s'est-il passé au cours des dernières années? Lorsque l'on voit les échanges d'émissions de carbone, pour éviter ces émissions de combustibles fossiles, que ce soit au Nigeria ou au Mali, lorsque l'on voit ce qui se passe en termes des différentes variables visant à stabiliser le système que nous avons, une approche capitaliste est une approche qui n'est pas basée sur le multilatéralisme. Nous en avons besoin. Et il faut également que l'État reprenne une place centrale pour mettre en avant les forces sociales et politiques qui veulent s'engager dans la lutte. Cela dit, on peut voir que les forces sociales qui sont visibles pour la justice alimentaire
Et c'est quelque chose d'important pour mettre à mal ces fausses solutions proposées par le capitalisme et proposer des solutions alternatives, créer des conditions pour récupérer le plus d'informations possible et pouvoir être fort dans les négociations. Et il faut donc mettre en avant ces alternatives. L'approche anticapitaliste doit envisager une approche impliquant les joueurs fondamentaux et les questions de racisme notamment. Cela fait que les forces des mouvements sociaux doivent converger, doivent s'unir, parce que la convergence est la clé pour démanteler tout ce qui a été créé autour de ces mauvaises solutions. Donc, la convergence des forces est la première étape et créer les conditions au niveau national et régional ainsi qu'international est également une étape importante pour démanteler cette approche capitaliste. Merci, Mamadou. Alors, toujours la même question à Cassia. Et quelles sont les forces sociales qui sont à l'avant et qui devraient mener les luttes anticapitalistes et pour la justice climatique agraire? Très bien, merci beaucoup Ricardo pour cette question très pertinente. Je suis ravie d'être parmi vous et j'ai apprécié les sessions précédentes de cette conférence et je suis ravie de partager le panel avec mes collègues aujourd'hui. Nous avons le privilège d'avoir entendu les conversations ces dernières journées. Nous pouvons donc mettre en exergue, souligner certains points qui ont déjà été soulevés de manière à ne pas réinventer la roue. Je vous prie de m'excuser, j'ai un rhume. Alors, il y a 2 jours, Amita nous nous parlait du besoin de remettre en question la viabilité, la faisabilité de l'action climatique. Et je pense que c'est une construction de ce récit très intéressante et je vais l'examiner, notamment concernant les futurs agraires non réalisables pour répondre au changement climatique à l'avenir et la résistance à ces récits. Eh bien, c'est un bon point de départ pour la justice climatique agraire anticapitaliste. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur le littoral du Bangladesh où les populations vivent depuis des générations sur les plaines inondables. Et les organisations de développement ont promu l'agriculture une nouvelle agriculture pour remplacer le riz. Et USAID et d'autres ont tenter de renforcer cette croissance à l'exportation. Et donc, bien sûr, les implications, les ramifications sont très préjudiciables sur la souveraineté alimentaire et l'agriculture de subsistance. Outre ces implications sociales, l'impact écologique est absolument catastrophique. Cette nouvelle agriculture tue les arbres et donc, bien sûr, nous voyons des paysages de monoculture dévastateurs où rien d'autre ne peut être produit. Ceci a été reproduit sur les littoraux à travers le monde. Et je vois ici dans les participants que bon nombre d'entre vous avaient déjà beaucoup d'expérience en la matière. En Asie du Sud-Est, par exemple, je vois certains participants qui viennent de cette région. Donc, c'est une partie de la discussion qui est fort intéressante. Les organismes de développement nous parlent de cette agriculture cette agriculture des crevettes et nous parlent de l'agriculture dans la région qui n'est pas réalisable, qui n'est pas viable en raison du changement climatique. Et bien sûr, ils ne parlent pas de la menace qui entraîne donc cette nécessité du changement de culture. Même lorsque la mobilisation du langage de la crise
se développe aujourd'hui, nous voyons que les populations rurales doivent se relocaliser dans les villes et nous voyons que ceci fait partie de la question agraire et des études agraires depuis leurs prémices. Donc, pour revenir au Bangladesh, les mouvements actuels dans la région résistent à cette transformation d'agriculture depuis des décennies. Et ces mouvements sont en forte croissance aujourd'hui dans bon nombre de communautés littorales. Les paysans réussissent à revenir vers le riz et pour se détourner des crevettes, même si ceci a été vu comme étant irréaliste par les organismes de développement. Cette approche vise à résister à la crise et à exiger un autre futur lorsqu'on nous parle d'un futur qui n'est pas possible. Ceci est un mouvement politique très puissant qui crée de nouvelles opportunités de survie et de prospérité. Nous réfléchissons beaucoup avec d'autres académiques à ce que cela signifie lorsque l'on parle de la vie dans une écologie qui est supposée être déjà détruite. Nous avons des menaces sans précédent, mais ceci s'inscrit dans une longue histoire de violence colonialiste. Ici, il s'agit d'identifier des viabilités dans ce contexte. Et ça, c'est une stratégie clé dans l'anticapitalisme et la justice climatique. Nous voyons différentes études d'autres études devraient bien sûr approfondir la question. Nous y reviendrons dans un instant. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous donner un bref résumé. Donc, l'exigence de la viabilité alors que nous sommes confrontés à une crise imminente, ceci est une politique puissante du changement climatique et ceci lie les visions anticapitalistes et les luttes agraires. Merci beaucoup. Merci, Cassia. Je vais donner la parole à Katie et nous allons vous demander de vous concentrer également sur la deuxième partie de manière concrète. Qui sont ces multiclasses? Mais parlez-nous de cette approche, de cette perspective anticapitaliste, s'il vous plaît, Katie. Merci, merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce qui a été mentionné jusqu'à présent, mais nous avons donc entendu des exposés tout à fait pertinents. Donc, merci beaucoup aux intervenants précédents d'aujourd'hui et des journées précédentes. Donc, pour réitérer très brièvement, cette approche anticapitaliste globale et cette justice agraire, eh bien, c'est celle qui rejette cette fausse dichotomie entre l'homme et la nature. Il s'agit de comprendre ce à quoi nous sommes confrontés et il s'agit d'articuler cette analyse et de l'ancrer dans nos travaux. Comme Diana l'a déjà mentionné de manière si éloquente, c'était très bien formulé en effet, et cette approche capitaliste est très différente du capitalisme vert, du modèle de durabilité, des modèles de durabilité que nous voyons qui tacitement visent à la survie et la continuité du capitalisme et là, ici, nous nous concentrons sur la survie, sur la vie des humains qui nous permettent de poursuivre notre chemin conjointement, main dans la main. Voici de quoi nous parlons lorsque l'on parle de la position capitaliste ici. Lorsque l'on se demande qui sont les forces sociales qui devraient piloter ce développement, Mamadou a déjà identifié quelques acteurs très intéressants. Diana nous a parlé des mouvements féministes, sociaux, qui sont très importants, bien sûr, mais je pense que il faut faire attention à la question ici entre qui sont les forces sociales qui agissent et qui devraient piloter. Car je pense que, comme bon nombre d'entre vous le saurez déjà, selon vos études, vos travaux, vos travaux de militantisme, les dynamiques du néolibéralisme ont conduit à des possessions en masse. De plus en plus, la majorité
des populations aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts, dans le contexte de la crise de l'inflation notamment. Et à l'heure actuelle, nous voyons que de plus en plus de personnes à travers le monde ont du mal à joindre les deux bouts au niveau physique et de production. Et nous savons que différentes voies peuvent être empruntées. Nous voyons la destruction et le démantèlement de l'État-nation qui existait généralement dans l'hémisphère nord, ou bien par l'expropriation et la dépossession des territoires, des terres, des ressources dont ils sont tributaires, mais également la capitalisation de la main-d'œuvre, et ceci entraîne la catastrophe climatique que nous connaissons. Et aujourd'hui, l'humanité se trouve dans une situation où une vie décente, dignifiée pour certains, n'est plus quelque chose qu'ils peuvent atteindre. Donc, nous voyons une tragédie, une catastrophe sans précédent. Et nous avons donc un potentiel d'organisation collective. Mais une fois encore, comme nous le savons ici, comme nous le reconnaissons, ceci n'est pas un processus automatique. Nous voyons la réalité de l'exploitation. Ceci n'entraîne pas nécessairement une lutte collective, mais à l'inverse, il s'agit de s'organiser, de mobiliser ces populations touchées. De manière générale, la majorité de ces populations reste non organisée, ne fait pas partie de mouvements sociaux. Bien sûr, il y a des exceptions, certains sont organisés, d'autres non. Et bien sûr, selon le contexte, certains sont mobilisés par l'extrême droite. Et bien sûr, ceci est lié à la réalité de l'exploitation et de l'expropriation. Et je pense que c'est quelque chose que les mouvements sociaux, pour lesquels les mouvements sociaux trouvent une réponse. Les mouvements climatiques, agraires, de justice agraire, ceux avec qui je travaille, nous voient cette soif de créer des constructions, de créer une solidarité intersectionnelle, des alliances et de se lancer dans ces processus. Mais bien sûr, ces processus sont très chronophages, très lents et se produisent dans des contextes particuliers et sont liés à des luttes particulières. Donc, je pense que ici, bien sûr, nous devons nous poser la question que vous avez déjà posée, Ricardo, c'est-à-dire que faire, mais également j'aimerais vraiment pouvoir examiner avec vous tous et vous toutes ici la question de savoir quel est le rôle des universitaires activistes, quel est le rôle que nous devons jouer pour faciliter, pour modérer ce processus. Merci beaucoup, Katie. Vous avez soulevé un point fort intéressant, c'est-à-dire que toutes les solutions alternatives ne sont pas forcément progressistes. Elles peuvent être réactionnaires. Et du côté réactionnaire, nous voyons bien sûr la montée en puissance de l'extrême droite et il faut outrepasser certaines limites imposées par le capitalisme de manière différente. Nous pouvons bien sûr analyser les problèmes, mais parfois nous manquons de temps pour trouver quelles sont ces solutions alternatives, quelles sont les solutions alternatives qui sont liées au réel mouvement des populations et lesquelles doivent être débattues autour de la table. J'ai donc une question avant, donc ciblée à notre panel avant d'ouvrir la parole aux participants. Et donc, vous pouvez poser des questions dans le chat et poursuivre cette conversation de cette manière. Donc, ici, si nous réfléchissons au 19e siècle, au 20e siècle, s'il y avait de réelles solutions alternatives, nous pensons aux diverses révolutions. Quelques penseurs révolutionnaires peuvent se tourner vers le passé pour trouver des alternatives. Au XXIe siècle, cependant, j'aimerais vous demander à vous tous et à vous toutes, et aux participants également,
quelles alternatives d'émancipation au capitalisme émergent à travers le monde de manière concrète? Nous ne suggérons pas qu'il y a un modèle, un remède miracle, mais je suggère d'utiliser peut-être une base et nous pouvons peut-être tirer des enseignements de populations autochtones et leurs solutions alternatives. Quelles sont donc certaines solutions alternatives émergentes et comment essayer de démêler certaines de ces idées? Katie, puisque vous avez terminé avec la première question, j'aimerais que vous repreniez avec la deuxième question et peut-être pourriez-vous lancer ce débat. Pas de pression, absolument pas. Je pense que c'est une excellente question et elle est très, très importante, bien sûr. Et le TNI s'engage activement à la réflexion concernant cette question. Concernant l'expropriation, je pense qu'il était utile de parler de différents types de solutions alternatives. Je ne veux pas vous dire ascendantes ou descendantes, mais d'une part, nous avons des exemples, et ils sont très nombreux, ils sont formidables, de ce que nous appelons les alternatives de, de base, donc la mobilisation de base, qui fonctionne selon une différente logique par rapport au capitalisme et tente de remettre au cœur des débats et des actions la vie, c'est-à-dire de nouvelles formes, des nouvelles méthodes de travail par les mouvements de coopération telles que les initiatives de femmes pour la préservation des semences, qui protègent les connaissances traditionnelles, ou bien l'interprète s'excuse, il y a deux voix sur le canal. Voici ce qui peut vraiment être ancré dans la vie du quotidien au jour le jour sur le terrain. Mais de plus en plus, nous voyons quelque chose qui est très intéressant. C'est la mise à l'échelle au niveau national et la pression imposée aux États pour qu'ils soutiennent ces rôles, pour qu'ils soutiennent ces actions. Et donc un appel mondial pour des systèmes qui reposent sur les besoins des populations plutôt que de se concentrer sur le modèle de l'extractivisme que nous voyons à l'heure actuelle. Nous voyons ceci se produire à l'échelle internationale, mais il y a également, par exemple, la conversation au Chili concernant le salaire revu à la hausse concernant les soignants. Donc, il y a des discussions en cours à ce sujet. Et le dernier type d'alternative, de solution alternative que j'aimerais mentionner concerne l'émergence de convergences multiples, telles que Mamadou l'a mentionné. De plus en plus de mouvements voient leurs activités, leurs luttes plus en silo, mais dans le cadre d'un puzzle au sens plus large. Et ainsi, la transition juste est sortie des mouvements agraires, bien sûr, mais il y a également des luttes féministes et de justice climatique. Il y a une tentative d'unifier ceci sous une idée fêtière, car les discussions sont similaires dans divers mouvements. Par exemple, on ne voit pas la question de la souveraineté alimentaire comme étant à aborder en silo. Ceci doit être lié à d'autres luttes. Et je pense que cette convergence se produit à travers le monde. Et voici, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Cassia.
Merci beaucoup. Je pense que ce que Katie disait est très intéressant et important. Ces mouvements anticapitalistes que Katie a identifiés me donnent du peps. Mais pour trouver des alternatives, nous ne devrions pas postuler que ceux-ci parlent déjà de la langue ou du jargon anticlimatique. Nous voyons que certaines missions ont déjà été cooptées, par exemple au Bangladesh. Nous avons également entendu d'autres participants durant la conférence qui nous disaient que la lutte pour la justice économique doit se comprendre comme une lutte pour la justice climatique, même lorsque ceci n'est pas explicite. Ceci est vrai, bien sûr, pour les mouvements paysans que j'ai décrits au Bangladesh, mais ceci est également vrai des politiques décrites par le travail des universitaires noirs que je viens de mentionner. Il s'agit de résister à la crise immédiate. Cependant, nous devons réfléchir au-delà de ces groupes pour trouver des réponses à la justice anticapitaliste pour le climat. En tant qu'universitaires, nous avons une responsabilité, de même que la possibilité de ne pas rester immobilisés et rester limités. Nous pouvons commencer nos programmes de recherche en nous concentrant sur les politiques capitalistes et ensuite nous pouvons nous diriger pour comprendre comment ces réponses peuvent également trouver des solutions au changement climatique. L'autre jour, Ruth nous parlait du besoin d'avoir une action climatique à plusieurs échelles. Je pense que ceci est nécessaire. L'anticapitaliste doit être ancré à tous les niveaux, mais il n'est pas nécessaire de parler de ce jargon anticlimatique à tous les niveaux. Donc, pour récapituler, les approches anticapitalistes à la justice climatique ne parlent pas peut-être le jargon de ce jargon, mais je pense qu'il y a des visions émancipatrices qui nous permettent de modeler le futur et nous devons inclure ces différentes approches dans nos travaux et dans nos recherches. Très bien, je vais également poser ces questions à Amadou pour voir ce qui se passe en Afrique ou ailleurs dans le monde. Continent africain ou ailleurs. Merci beaucoup, Ricardo. Je pense que Katie et Cassia ont parlé beaucoup de situation et pour l'Afrique, il y a un mouvement qui est soutenu par des approches alternatives et qui touche une grande partie du continent africain et d'autres lieux sur la planète. Donc, nous efforçons de mettre en place un mouvement qui serait une solution alternative au marché global. Donc, un marché territorial lié à la manière dont le système alimentaire est lié au système de marché. Donc, cela concerne l'Afrique de l'Ouest. Et nous essayons d'avoir un soutien de la population pour ce mouvement. En 2008, nous avons bien vu comment les marchés se sont écroulés. Et lorsque le Covid-19 est arrivé, nous avons vu le choc. Et nous comprenons donc bien que le système en place, le système alimentaire en place, a lui-même contribué à ce choc. Donc, il s'agit de trouver des solutions alternatives pertinentes
trouver la manière dont on peut promouvoir et produire plus de nourriture localement. Il faut également partager les savoirs parce que nous sommes de plus en plus ouverts aux mouvements sociaux et diffuser des savoirs comme solution alternative, notamment dans les recherches sur les questions climatiques et avoir une perspective anticapitaliste dans cette discussion sur les conséquences du changement climatique qui affectent les populations. Donc, nous voyons tous ces mouvements sur le terrain qui s'organisent. Comment créer des conditions pour un système de production alimentaire durable. Je vous rappelle qu'il vaut mieux, pour que votre message passe clairement, que vous parliez plus lentement. Merci beaucoup, Mamadou. C'est une question. Il s'agit de ne pas reproduire des alternatives capitalistes. Alors, question pour Diane. Comment donc voir toutes ces alternatives et essayer un petit peu d'y voir plus clair? Donc, les solutions alternatives sont déjà là, mais on pense à l'avenir comme étant quelque chose qui doit arriver, qui n'est pas encore là. Mais lorsque l'on voit les luttes anticapitalistes qui ont lieu de part et d'autre, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, de précarité. On voit des mobilisations politiques. Et l'année dernière a été une année très inspirante car cette mobilisation nous parle de la situation. Et on voit des mouvements qui se sont unis dans leur lutte. Et je suis d'accord avec Cassia que nous ne nous attendions pas à voir cela. Mais cela est en train de se produire. Et je vois beaucoup de féministes noirs, communautaires, qui nous montrent d'autres manières de comprendre la politique. Donc nous, en tant qu'universitaires, nous devons nous saisir de ce message, voir comment ces transformations dont nous avons besoin ont lieu, et elles ont précisément lieu à plus petite échelle, qui sont des échelles qui sont connectées à l'eau, à la nourriture, à la santé, à tout ce que nous oublions trop souvent et qui contribue à soutenir la vie et à lutter contre l'incertitude et la précarité. Et également les messages que nous avons reçus de différents mouvements sur la manière dont il n'y a pas de justice climatique sans une compréhension plus large de la justice environnementale, la justice raciale, économique, etc. Tout cela est connecté et converge, ce qui nous permet de penser non pas à des choses qui vont arriver, mais à des alternatives qui sont déjà là sous nos yeux et qui parfois existent justement parce qu'elles sont en dehors de l'État et du marché.
Donc, souvent, on a recours à l'État pour nous sortir de la situation. Mais beaucoup de ces mouvements et des solutions alternatives nous démontrent que c'est justement parce que je ne vais pas dire c'est justement à cause de l'échec de l'État, mais on a un État capitaliste parce que l'État est justement pas du quota de conditions durables. Néanmoins, les alternatives, les solutions alternatives existent en dehors de l'État. Donc, pour moi, ce qu'il faut que nous fassions et ce qu'il faut que nous continuions de faire, c'est de poursuivre ce récit, mais avec du bon sens. Penser à la manière dont nous pouvons mettre en avant d'autres manières de comprendre la situation, le capitalisme et la politique. Merci beaucoup. Alors, la question de l'État dans une société alternative est une question intéressante et nous reviendrons là-dessus. Alors, gardez cela dans un coin de votre tête. Mamadou en a parlé. Quel est le rôle de l'État dans un mouvement anticapitaliste? Et maintenant, nous allons donner la parole au public, aux personnes qui nous écoutent et qui nous voient, qui ont posé des questions. Alors, je vais vous donner la parole pour poser votre question. Ashok Shrimali. Merci beaucoup de me donner l'occasion de prendre la parole. Alors, je voudrais poser la question à l'ensemble des panélistes. Comment pouvons-nous protéger les droits inhérents, les droits naturels des communautés autochtones? Parce qu'on parle tous de justice climatique, de changement climatique, mais personne ne se préoccupe des droits des communautés et de leur accès aux ressources. Que ces ressources soient un produit, un territoire. Alors, comment protéger ces droits? Parce que quelqu'un l'a dit, les femmes autochtones, tout le monde se bat. Mais il y a plus de défis qui sont posés par le capitalisme. Comment protéger les droits de ces communautés? C'est ma question. Merci beaucoup. Merci, Ashok. Ana Victoria Portocarrero, vous avez la parole. Non. Julia. Merci, Julia. Je suis désolé, je n'ai pas une bonne connexion Internet, donc je ne peux pas allumer ma caméra. Alors, je souhaite mettre en avant les notions de domination par les grands pouvoirs de la planète, notamment les États-Unis, la compétition pour le contrôle de secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, entre autres, et les conflits agraires que nous pouvons percevoir d'ici à 10 ans. Il y a également les tensions créées par la compétition économique entre les États-Unis et la Chine dans l'industrie des semi-conducteurs, dans lequel Taïwan se retrouve embarqué. Donc, de ce point de vue, 52 milliards ont été alloués et d'autres avantages fiscaux ont été proposés pour que les États-Unis deviennent les leaders dans les semi-conducteurs. Donc, la personne qui va contrôler la technologie numérique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. Et donc, d'ici à 10 ans, il y aura une concurrence de plus en plus intense et de plus en plus rapide pour la recherche de cuivre, manganèse, silicium pour construire des semi-conducteurs, ce qui veut donc dire plus d'extractivisme dans l'hémisphère sud. Donc, une plus grande demande d'eau pour les processus
de production et des produits chimiques. Et l'industrie a du mal avec son empreinte carbone. Et la nouvelle génération de semi-conducteurs vont nécessiter plus d'énergie, plus de gaz à effet de serre et plus d'eau. Et pourtant, l'exploitation dans les pays du Sud, comme l'Indonésie, a déjà des contacts avec les États-Unis pour promouvoir cet extractivisme. Donc, dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, chacun souhaitant devenir le leader mondial, ce n'est pas un bon signe pour la justice environnementale, les droits humains et la justice climatique. Donc, je souhaite savoir votre point de vue sur ces questions. Comment cela va impacter les conflits agraires et climatiques et comment y répondre en construisant une alliance internationale et un plaidoyer international, car les populations, nous y compris, sommes-nous condamnés à être les victimes de l'intelligence artificielle et de la technologie numérique? Merci. Alors, avant de rendre la parole aux panélistes, je vais lire une question. Merci pour ce débat intéressant. Je voudrais savoir si le développement du capitalisme et les forces productivistes nationales, telles que proposées par les gouvernements nationaux, peuvent enclencher une justice climatique, en particulier due à l'utilisation de substances fossiles, notamment dans les engrais. Quelle est la position féministe à cet égard, en particulier par rapport au scénario de transition productive agraire? Je sais que c'est une question qui est peut-être plus destinée à Diana, mais n'importe qui est libre d'y répondre. Donc, comment ces complicités peuvent être... lorsque l'on voit des pays démocratiques, désolé, la personne est en train de lire, l'interprète n'a pas le texte. Donc, je ne sais pas si Leïla Meta est ici. Alors, est-ce qu'il y a une question qui vous intéresse? Et je vous invite à faire une réponse brève. Je pense que la question posée par Julia a déjà la réponse en son sein. Le capitalisme ne sera pas la solution. Et l'un des exemples dans ma recherche est lié aux pesticides. Et pour moi, tout cela est un point important pour la Colombie. Nous voyons et nous critiquons, mais nous ne sommes pas encore arrivés à unir nos luttes. Donc la question d'Anna parle de reproduction sociale et la manière dont cela modifie notre perspective. En fait, ça change tout. Les féministes, les marxistes voient ça de manière très claire. En particulier, maintenant, il est important d'en parler quand on voit que la vie et la simple reproduction de la vie est mise à mal. Il y a une autre question sur les États. Je pense qu'il est important, en tout cas, de continuer à répondre à toutes ces questions intéressantes. Mamadou.
plusieurs questions. À Choc, je pense qu'il y a des mouvements indigènes très forts qui sont très actifs au niveau international. Cela avance peut-être lentement, mais les choses vont changer petit à petit, ils sont en train de changer dans des situations spécifiques traitées par ces mouvements. Le CSN, par exemple, a inclus des luttes de peuples autochtones. Donc, je sais que, parce que, en fait, il y a une sorte de faux patriotisme qui est créé dans certains pays, ce qui empêche, ce qui les éloigne des questions internationales. Mais dans certains pays africains, il y a des situations très compliquées, comme celle du Cameroun et d'autres régions. Mais pour moi, nous devons toujours faire preuve de solidarité, entre solidarité et être interconnectés pour lutter contre la répression du capitalisme et comment cela fonctionne par rapport aux groupes autochtones. Donc, parfois, les gens ne veulent pas que les mouvements s'unissent, ils ont une attitude élitiste. Deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec Julia, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de concurrence sur les ressources, mais également dans une certaine mesure, certains pays, notamment dans le cas de l'Afrique, certains pays ont mis en place des nouveaux modèles d'accès aux ressources. Et on peut voir que il y a parfois une gouvernance un peu douteuse dans certains pays, mais petit à petit, il y a un changement qui est en train de se produire sur l'état d'esprit, parce qu'il y a des visions en Afrique qui sont en train de se mettre en place pour lutter contre l'extractivisme qui touche le continent, pardon, et certains pays mettent en place des politiques qui proposent différentes perspectives. Et il y avait plusieurs décisions, notamment une décision du Mali. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici, car parfois, certains pays peuvent être non démocratiques, mais ont des processus d'intégration. Et cela contribuerait à plus d'ouverture. Donc, les mouvements sociaux essayent de faire avancer les mentalités pour un meilleur contrôle des ressources dans les pays. Merci beaucoup. Cassia, souhaiteriez-vous répondre à ce qui a déjà été évoqué jusqu'à présent? Oui, je voudrais simplement vous dire très brièvement pour répondre à la question d'Ashok. Je pense que c'est exactement la question. Pourquoi est-ce que l'on porte autant d'attention aux conversations concernant la justice climatique et ceci n'est pas lié avec les discussions concernant l'accès aux ressources communautaires? Alors, selon moi, je pense que ces deux questions sont conjointes. La justice climatique doit aborder explicitement les questions d'accès inéquitable aux ressources dans les communautés. Et toute démarche qui ne reconnaît pas ces questions, la répartition des ressources et la justice climatique n'est pas une vision anticapitaliste de la justice climatique. Et je pense que ceci est ressorti très clairement dans toutes les présentations cette semaine.
Et ceci s'intègre vraiment au cœur de cette nouvelle idée émergente de la définition de l'anticapitalisme dans le cadre de ces luttes agraires anticlimatiques. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Cassia, nous dit Katie. Merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Je ne sais pas par où commencer. Bien sûr, il est très important d'avoir une unité entre les luttes locales foncières et les ressources et la question de justice climatique. Mais selon la question de Juliane et de Ashok, nous voyons que ces deux questions très importantes concernent le comment. Comment trouver cette justice agraire, climatique? Nous n'avons pas forcément le pouvoir de, de de développer ceci. Et il nous reste 7 minutes. Nous ne pourrons pas répondre à cette question, bien sûr. Mais dans le cadre de ce que je souhaitais présenter aujourd'hui, celle-ci fait partie du rôle des universitaires et le rôle étant de soutenir ces projets tels que les projets de TNI. C'est un rôle très important que les universitaires peuvent jouer à tous les niveaux, dans différents domaines, c'est-à-dire qu'ils posent des questions et y répondent. Par exemple, où est-ce que le capital fait des progrès de manière stratégique? Quelles sont les stratégies d'accumulation et comment les mouvements peuvent-ils y faire face? Et bien sûr, il faut avoir un œil critique pour savoir où se trouvent les tensions entre les différentes factions, entre le capital national, international, et financier, et industriel, issu des activités de l'extraction, etc. Où sont les faiblesses des mouvements? Où est-il difficile de trouver un futur anticapitaliste? Je pense qu'il s'agit là d'un problème stratégique d'envergure. Et bien sûr, à tout ceci est lié la gouvernance institutionnelle et comment l'utiliser. Je pense que ceci est lié à la question qui a été posée dans le chat concernant l'État. Et il faut comprendre l'État, il faut le comprendre comme étant hétérogène. Ce n'est pas un ensemble homogène, mais il faut trouver les espaces où les mouvements sont défaillants. Comment trouver des alliés auprès de l'État, bien sûr, mais également comment trouver les défaillances, comment trouver les insuffisances et comment y remédier. Et je pense que ce travail d'analyse est en cours au sein des mouvements et les universitaires activistes peuvent contribuer à cet égard. Et une autre question très importante à laquelle j'aurais aimé répondre, mais malheureusement, nous manquons de temps. Donc, je vais peut-être mentionner certaines réflexions, certaines observations dans le chat. Merci. Et vous avez encore 1 minute pour poser votre question et nous aurons ensuite 2 secondes pour répondre à votre question. Donc, Andrea, vous avez la parole. Très bien. Merci, Ricardo. Ma question est la suivante. Je pense que l'un des problèmes principaux, surtout lorsque l'on parle de l'État, est la question de savoir qui est autorisé à gouverner, à piloter ce changement et à quel niveau de l'État. Et là, je vous parle au niveau des secteurs, de même que dans des systèmes décentralisés. Peut-être que les acteurs ou qu'il y a des parties de l'État qui peuvent aider à autoriser les mouvements anticapitalistes et ou les programmes anticapitalistes. Je pense que nous serions naïfs si nous pensions que l'État n'agissait que dans un sens. Myriam, souhaiteriez-vous poser votre question en quelques secondes? Myriam, vous aviez une question?
J'aimerais simplement mentionner qu'il y a des résultats potentiels à ces convergences. Et j'ai tenté de les mettre en œuvre depuis plusieurs décennies, depuis 30 ans, où j'examine les solutions économiques qui ne vont pas résoudre ces problèmes. Je serais ravie d'y revenir une autre fois. Très bien. Diana, vous avez quelques secondes, 30 secondes pour nous donner vos conclusions, pour répondre peut-être aux questions d'Andrea. Très bien, en quelques secondes. Alors, je pense que je suis d'accord avec ce que disait Andrea. C'est un point très important. Et je voudrais répondre par rapport à ce que notre vice-présidente a dit lors de sa campagne. L'interprète s'excuse, le son est intermittent. La connexion de l'interlocutrice est instable. L'interprète s'excuse, nous avons perdu le son de Diana. Très bien, Ricardo nous dit, nous avons perdu le son. Diana n'est plus en ligne. Très bien, nous reviendrons vers vous, Diana. Mamadou, souhaiteriez-vous reprendre? Je pense que tous les points ont déjà été mentionnés. Je suis tout à fait d'accord que l'État a bien sûr un rôle à jouer. Cependant, il ne faut pas être naïf et beaucoup d'efforts doivent être entrepris pour créer ce type de conditions qui permettent d'établir des liens entre toutes ces énergies. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire et les mouvements sociaux peuvent contribuer à ce changement de paradigme à tous les niveaux. Donc, bien sûr, il y a une longue route devant nous, mais je pense que nous pouvons contribuer à ce changement et les universitaires peuvent également participer, de même que l'État, à la prise de décision, notamment à différents niveaux. Très bien, merci beaucoup. Cassia? Merci. Très brièvement, je pense que la question d'Andrea est fantastique. Je pense que ceci est une bonne conclusion pour cette séance. Ceci nous parle des insuffisances des conceptions dominantes de la justice climatique mondiale qui repose sur la justice entre les États comme la clé qui nous permettra d'atteindre l'équité dans cette sphère climatique. Cette conception de justice climatique qui reposerait exclusivement entre les États, ceci n'est pas anticapitaliste et ceci ne nous permet pas de réfléchir aux politiques à cet étage. Nous devons réfléchir aux politiques à plusieurs États et comment organiser les contestations entre les États, mais également au niveau infranational. Donc, entre les niveaux et à plusieurs niveaux et de trouver des meilleurs moyens de réfléchir à la justice climatique. Et je pense que c'est le seul moyen de trouver des solutions anticapitalistes dans le cadre de la justice climatique. Nous en parlerons dans la session suivante, la séance 16. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir participé à ces discussions très riches. Merci beaucoup. Et pour terminer, Katie, c'est très difficile de suivre ce que disait, de suivre après les propos brillants de Cassia. Alors, nous pouvons trouver un outil de transformation sociale, c'est-à-dire la conversation entre la conversation multipartite et multi-État. La question est de savoir comment élaborer des solutions à partir des mouvements de base axés sur la solidarité et autour d'une vision pour un futur commun.
Et il y a également la question stratégique nuancée qui est de débattre comment développer ces visions. Cependant, je pense que cette conversation riche doit répondre à la question des espaces qui permettent aux universitaires et autres de se retrouver et d'utiliser les outils, de définir les outils dont il faut se munir. Une fois encore, selon les situations, les États peuvent participer pour insuffler cette transformation qui est fort nécessaire. Merci beaucoup, Mamadou, Cassia, Diana, et Katie. Merci pour vos contributions. Merci aux participants pour vos observations. En conclusion, je sais qu'il est déjà 13. Nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Ceci n'est pas la fin de cette conversation. Ceci n'est que le début. Il y aura des contributions et des articles qui suivront. J'aimerais remercier les organisateurs qui ont rassemblé ces questions, les interprètes, l'équipe technique qui nous a permis d'organiser cette conférence ces derniers jours et avec brio. Donc, merci une fois encore d'avoir permis l'organisation de cette conférence. Très bien, nous allons nous arrêter ici, mais cette conversation se poursuit. Et je voudrais vous dire également qu'il faut nous pencher sur les réels mouvements de population lorsque des solutions alternatives émergent. Et il faut savoir creuser quelles sont les recherches qui nous permettent de définir ces questions. Donc, merci une fois encore. Nous nous retrouverons dans la séance suivante si vous suivez le lien. Merci beaucoup.